Si le Grand Nord se révolte aujourd'hui, c'est parce que justement, les populations commencent à dire, il y en a marre. Avant le Grand Nord, le coup d'envoi a été donné par le nord-ouest et le sud-ouest. Le régime avait donc voulu les diaboliser. On parlait des terroristes, on a dit qu'on n'allait pas négocier avec eux. Les avocats avaient juste marché parce qu'ils voulaient qu'on applique des simples choses et les textes de l'OHADA, qu'on ait une traduction aussi de ceci, de cela en anglais. Après, le régime a dit, force à la loi. Atangadji avait donc envoyé ses blindés. Et aussi, Ngongo a dit, Abia, envoie le biais sur le terrain. Pourquoi le biais ne tire plus? Sont-ils capables de tirer? Les manifestations ont été interdites. Paul Biya a-t-il souvent écouté les revendications? Mais regardez tout simplement ce qui vient de se passer. J'annonçais ici lors du dernier live les insatisfactions et surtout l'énervement de ces docteurs qui trouvaient qu'il y avait du tribalisme, du népotisme, du favoritisme dans le recrutement. C'est alors que j'avais eu en interview le docteur Showalters, qui d'ailleurs est un fervent défenseur de Paul Biya. Je lui ai donné le micro, même comme c'est un petit frère qui, quand il y avait d'autres affaires, il me prenait à partie, mais moi, ce n'est pas ça que je regarde. On peut tout me dire, mais quand il faut la justice, je ne regarde pas que vous avez fait ceci contre moi. Il n'y a pas de ça. Et Showalters, vous avez constaté, il est passé en intégralité pour dire comment est-ce qu'il a été reçu par le frère de Biya, il avait été reçu par Ayan Luc, il a fait ceci pour Paul Biya jusqu'à écrire le livre, il a tout dit. Et il avait encore des choses à balancer. Cependant, il avait annoncé aussi une marche. Cette marche donc a été interdite par le préfet du département de Fungi le 14 février 2025. Monsieur le représentant des docteurs PhD chômeurs, référence VL du 12 février 2025, déclaration d'une marche le 20 février 2025, en demande de liste additive. Monsieur, en réponse à votre lettre de référence relative à l'objet subventionné, j'ai l'honneur de vous faire connaître que malgré un examen bienveillant, il ne m'a pas été possible d'y accéder pour plusieurs raisons, notamment. Deux points. Le défaut de présentation d'un récépissé de reconnaissance juridique du collectif des docteurs PhD, chômeurs indignés du Cameroun, conformément aux dispositions de la loi numéro 90/053 du 19 décembre 1990 portant liberté d'association. La non-production des titres ou attestations de soutenance sur les 80 signataires prétendus. Un seul, Dr. Showalters Aya, a joint la photocopie de sa carte nationale d'identité. Similitude dans les signatures suscitant interrogation et nécessitant enquête. Exemple, aucune université de Yaoundé n'a été citée dans votre requête. Risque majeur d'altération du moral des cadets. Maman, ça se trouve dans quel code? Vous allez me dire ainsi, c'est dans d'autres codes pénals. Tout en vous suggérant humblement de rester optimiste, je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de ma considération distinguée. Jigden Emmanuel Mariel, administrateur civil, le préfet.
Mesdames et messieurs, le même jour, en pleine fête des amoureux, le 14 février, boum, et tout dit, se met à trembler. On a déjà trouvé les places pour les docteurs. On a déjà même trouvé de l'argent qui traînait quelque part là. On dit d'ailleurs qu'on veut recruter les docteurs. Vous vous rendez compte? Au Cameroun, ils n'ont pas pris le Mami Ouattara. Les docteurs là n'étaient même pas nombreux. Ils étaient à peine une centaine. Qu'est-ce que je vois? République du Cameroun. Communiqué numéro 002, SG, PM, du 14 février 2025, portant autorisation d'ouverture de poste. Je vous dis que c'est lors du dernier direct que Showalters a demandé ça. Et il a déposé le 12. Donc ils ont suivi mon direct. Maintenant, ils nous disent que conformément aux très hautes instructions du président de la République, maman, Paul Biya continue à me suivre. Je crois que tu es même connecté. Ah, c'est Chantal. Tu es connecté avec son compte. Même comme tu vas commencer à dormir là, parce qu'on me dit que toi, tu suis toujours rien que 30 minutes. Bon, chef de l'État, le Premier ministre, chef du gouvernement, porte à la connaissance du public que 150 postes d'enseignants sont ouverts dans les 3 universités d'État de Bertois, Ebolova et Garoua au titre de l'exercice 2025 aux personnes de nationalité camerounaise âgées de plus de 45 ans, révolues au 1er octobre 2025 et titulaires du doctorat ou du PhD. Monsieur le préfet, suivez, vous avez déjà vu la note-ci. Les 10 postes sont répartis ainsi qu'il suit. Université de Bertois, 45 postes. Université de Bolova, 45 postes. Université de Garoua, 45 postes. Voilà. Voilà, de régulation technique, je ne sais pas. Voilà. 15 postes. Cette opération se déroule sous la coordination du ministre chargé de l'enseignement supérieur suivant les dispositions réglementaires en vigueur. Les recteurs procéderont chacun en ce qui le concerne à l'ouverture des postes par appel à candidature dans les différentes filières concernées après approbation par le comité technique et haute sanction de la commission centrale de supervision. Chaque candidat déposera son dossier dans l'une des 3 universités de son choix au plus tard le 26 mai 2025, délai de rigueur. Tout le reste, ça ne vaut pas la peine de lire ça parce que vous avez suivi comment ce régime, comme on disait fort, va flanchir. Multipliez vos demandes. Un peuple qui ne sait pas se révolter contre les tyrans n'aura jamais la liberté, ne va jamais être libéré. Et ils sont donc en train de trembler. En tout cas, Showalters. Bon, ok. Félicitations parce qu'au moins, tu as osé. La jeunesse peut oser. Parce que le Cameroun a une grande partie de la jeunesse. Et d'ailleurs, l'Afrique. Et quand on regarde d'ailleurs un certain nombre de postes au Cameroun, ils sont totalement confisqués par ces vieux-là. Mais ces jeunes, c'est vous qui voulez qu'ils confisquent ça. Vous préférez les motos. Vous préférez qu'on vous prenne. Pour l'anniversaire de Paul Biya, on vous promet 2000 francs CFA. Des universitaires comme vous. Vous arrivez
dans un palais de sport pour 2000 francs CFA et on ne vous les donne pas avec la sardine. On a fini par donner à quelques-uns d'entre eux 1000 francs CFA. Regardez quelle honte vous faites. Quand vous regardez la jeunesse malienne, la jeunesse burkinabé, les jeunesses du monde entier, est-ce que la jeunesse, les universitaires camerounais, vous n'avez pas honte? Toute une nuit, vous avez passé ça à la Belle Étoile, sans argent de transport. On vous fait lire des choses qui sont à votre encontre. Il fallait voir un qui était là avec un ton robotique, qui lit, et les autres ne suivaient même pas, ils n'avaient fait aucun applaudissement. Gongwela. À la fin, vous sortez un communiqué. Que vous demandiez à Paul Biya, qui lui était déjà en haut cadre de la présidence à 29 ans, de continuer à vous diriger. Pour que vous mangiez dans 7 ans un autre morceau de pain chargé. Voilà donc ce que cette jeunesse est devenue. Une jeunesse qui n'ose pas. Une jeunesse apeurée qui préfère vendre de l'eau glacée. Une jeunesse qu'on envoie au village cultiver. Vous avez tous ces diplômes-là. Paul Biya vous dit d'aller au village. Ça sert à quoi? De passer tant de temps à l'université. Et vous dites que ce sont les gens qui font l'agriculture qui sont les meilleurs. Bien qu'à faire l'agriculture. Pourquoi Franck Biya ne fait pas l'agriculture? Pourquoi Franck Hertz, l'enfant de Chantal Biya, ne fait pas l'agriculture? Pourquoi Patrick Hertz ne fait pas l'agriculture? Pourquoi les neveux de Biya ne font pas l'agriculture, ni les motos? Vous voyez donc comment on vous prend comme des oiseaux. Dans le discours, qu'est-ce qu'il vous a proposé? Rien. Comme d'habitude, le bout du tunnel a fait ceci, cela et tout. Le Cameroun aujourd'hui, bien évidemment, est en retard par rapport au reste du monde. Quand on regarde que nous avons les plus vieux dirigeants, bien évidemment, certains disent que non, on a un candidat qui peut être là, il est jeune, c'est Cabral Libby. Et il y a aussi un autre jeune, Espoir Matomba. Il y a même un autre qui m'a dit qu'il était tellement jeune parce qu'il était content de ses 35 ans de se présenter comme candidat. Je ne peux pas citer tous qui sont là. Mais tout au moins parce que aujourd'hui, lorsqu'on regarde le classement de l'élection présidentielle, la dernière, on constate donc que c'est Paul Biya qui est devant, suivi de Kamto et suivi de Cabral Libby. Cabral Libby, tout comme Maurice Kamto, on peut ne pas l'aimer. Ou l'aimer. Mais moi, en même temps, en tant que journaliste, je me dois de proposer à chacun les faiblesses ou les forces. Est-ce qu'il y a un programme? Qu'est-ce qu'il propose? Bien évidemment, pour l'adresse à la nation, à la jeunesse, le 11 février, Cabral Libby nous a parlé, en s'adressant à la jeunesse, qu'il était au Mali. Qu'a-t-il trouvé là-bas? Qu'est-ce qu'il propose au peuple? Le Cameroun peut-il avoir un jeune dirigeant puisque aujourd'hui, on a vu les Assimi Goïta ou encore même lorsqu'on voit toute la confédération des États de l'AES, ce ne sont pas des vieux dirigeants. Cabral Libby peut-il être président? Quel est son programme?
Mesdames et messieurs, parce que j'ai déjà aussi publié les programmes de Maurice Kamto et je vais aussi publier les programmes des autres candidats. Je cherche d'abord aussi à proposer à la jeunesse, parce qu'il ne faut pas tout simplement critiquer aussi, il faut voir ce que Cabral Libye propose. Et surtout ce qu'il est parti faire au Mali. Et comme ça, on pourra bien juger. C'est un message que beaucoup n'ont pas écouté. Je vous prie d'écouter et de voir s'il y a de la sincérité. Nous allons revenir derrière parce qu'en même temps, d'autres disent qu'il faut désormais un président jeune ou un candidat jeune. Cabral Libye. Jeunesse camerounaise, chers frères et sœurs, le 11 février doit être jour de fête, fête de la jeunesse. Pourtant, au lieu de réjouissance, c'est plutôt tristesse et désolation qui frappent des millions de jeunes dans nos villes et les touchent encore plus durement dans nos campagnes. 42 ans de promesses et rien que de promesses, presque jamais tenues. 42 ans de mesurettes maladroitement appliquées, ça suffit. Mes chers compatriotes, je viens de séjourner au Mali sur l'invitation du Burkina Faso, du Niger et du Mali, les pays de l'Alliance des États du Sahel qui travaillent et recouvrent leur souveraineté, leur union et leur développement. Je vais représenter le fédéralisme communautaire, qui est une pensée africaine pour le développement de l'Afrique. Les peuples de l'AES espèrent en tirer grand profit. Et moi, en tant qu'Africain, je suis fier de contribuer à l'émergence de l'Afrique et de mon pays. Cette invitation est la preuve que la jeunesse camerounaise peut, que la jeunesse camerounaise doit. Il est temps que la jeunesse du Cameroun envoie se reposer au village, ceux qui ont géré ce pays depuis 42 ans, avec le résultat qu'on voit. L'élection de 2025 nous en donne l'opportunité et en est le seul et unique moyen légal. Même si le bilan de 42 ans de gestion avec la complicité de plusieurs qui se présentent aujourd'hui en sauveurs mérite une sanction sévère. La jeunesse doit être sans la haine et rester plus que jamais solidaire et défendre jusqu'au bout nos intérêts. Sans opposer les générations, parce que nous avons besoin de nos aînés à nos côtés. Une personne âgée de 70, 80 ou 90 ans ne saura et ne pourra jamais défendre les jeunes comme un jeune. Nos adversaires, directement ou via leur brigade sur Internet, multiplient de manière plus ou moins grossière des mensonges pour nous discréditer, en les faisant passer pour une fabrication du pouvoir, ou pour un affamé, puisque leur principale stratégie a toujours été d'affamer les populations pour mieux les manipuler en leur jetant quelques miettes. Même ceux dans l'opposition qui disent travailler pour le changement, mais qui nous accablent en prétendant qu'un jeune sorti de l'université est un incapable, un inexpérimenté. Ils font semblant d'oublier que tous ont commencé le combat plus jeunes que nous. L'autre partie était dans le régime et a profité de leurs jeunes années pour construire des carrières professionnelles à l'ombre d'un pouvoir dont ils se découvrent des adversaires à l'âge de la retraite. Leur stratégie et le contexte de l'époque n'ont pas permis leur victoire. Mais aujourd'hui n'est pas hier. Demain sera meilleur. Dans tous les cas, leur discours ne passera pas. La majorité de la jeunesse consciente qui m'a soutenu dès 2018 sera encore plus déterminée cette année pour faire entendre sa voix, porter des jeunes aux affaires et réussir ensemble. Ce que nous avons vécu ces 42 dernières années ne doit pas être notre avenir et surtout pas celui de nos enfants. Mes chers compatriotes, l'école est abandonnée. Les routes sont détruites. La poubelle est partout. Le chômage augmente chaque jour. Mais on vous annonce le contraire dans des discours qui, au fil des ans, est le même. Alors que l'argent détourné et gaspillé par ces gens est estimé à 69 000 milliards. Il est temps que ça change. Je vous disais il y a un an qu'être jeune aujourd'hui au Cameroun, c'est être confronté à la baisse de la qualité de l'éducation à cause des enseignants démotivés qui crient leur souffrance, des programmes scolaires inachevés, des salles de classe délabrées ou simplement en plein air, comme dans certains villages du Nord ou de l'extrême Nord, des universités au standing moyenâgeux. Être jeune au Cameroun aujourd'hui, c'est avoir comme travail
les petits métiers de l'informel, quel que soit le diplôme et la formation. Les plus chanceux sont conducteurs de moto-taxi. Ceux qui tentent le petit commerce sont torturés par les impôts ou traqués par les mairies. Pire, si on vous soupçonne d'être de l'opposition. Être jeune au Cameroun aujourd'hui, c'est juste avoir envie de partir. Car même si vous vous donnez à fond, votre effort et votre compétence sont récompensés par l'indifférence et l'iniquité. Être jeune femme au Cameroun aujourd'hui, c'est être exposé au féminicide, aux violences physiques et sexuelles, mais surtout à l'impunité des auteurs. Être jeune au Cameroun aujourd'hui, c'est subir le coût élevé de la vie, l'absence d'électricité et d'eau potable, avoir Internet pourri mais cher. Être jeune au Cameroun aujourd'hui, c'est être privé de voix, de choix, de droits. On vous empêche de vous exprimer, de vous organiser, de vous mobiliser. Le pouvoir intimide, réprime, emprisonne et vous considère comme une menace, un ennemi, un criminel. On vous annonce la carte nationale d'identité à 10 000 francs dans quelques jours, en violation de la loi qui exige d'établir un certificat de nationalité au tribunal et une copie d'acte de naissance à la mairie. Une autre opération pour appauvrir les jeunes Camerounais et enrichir la mafia étrangère de Ogentique et leurs complices au prétexte de vous donner la CNI en 48 heures, alors que c'est eux qui ont organisé son indisponibilité. Mes chers jeunes compatriotes, le pays est paralysé. L'immobilisme est total. La réalité est que nous régressons. La situation est tellement bloquée, le pays à l'arrêt, que même remanier le gouvernement semble désormais impossible. Les mêmes sont aux affaires depuis 40 ans. Avant, on les remplaçait seulement quand ils mouraient. Aujourd'hui, on ne les remplace même plus quand ils sont morts. Les postes restent vacants parce qu'on ne veut rien donner aux jeunes. Mais croyez-moi, avec nous, ça va changer. Nous allons décoloniser l'école, développer l'école inclusive et les enfants en situation de handicap ne paieront rien. Chaque année, les 10 000 meilleurs élèves et étudiants recevront une bourse de 50 000 francs. Nous allons donner un chèque scolarité de 10 000 francs à chaque élève pour acheter des biens ou services produits localement et directement liés à leur formation. Nous allons donner un chèque études de 25 000 francs à tous les étudiants du public et du privé pour les aider à payer leurs droits universitaires. Nous allons améliorer la formation des professionnels de santé et payer une bourse mensuelle aux étudiants des facultés de médecine et soins infirmiers dès la 4e année. Les 3 000 infirmiers actuellement exploités abusivement dans les formations sanitaires seront immédiatement recrutés. Tous les enseignants du public et du privé qui travaillent dans des zones rurales enclavées recevront une prime mensuelle y afférente. Un lycée technologique sera créé et équipé dans chaque département, devenu région. Tous auront des filières agro-pastorales. Nous aurons à court terme une main-d'œuvre importante et qualifiée pour développer le Made in Cameroun. 30 lycées techniques et 4 universités formeront dans le métier de la filière bois. La transformation locale de notre bois va générer 35 000 emplois bien rémunérés. Et dès 2026, toutes les commandes de mobilier des administrations publiques et sociétés d'État seront réservées exclusivement aux fabricants locaux. La réforme du secteur du coton et des filières de l'industrie textile et de la mode dans le secondaire et le supérieur permettront de former et employer 500 000 Camerounais et mieux payer les planteurs de coton. Les arriérés et salaires des enseignants et personnels de santé seront payés sur les 1800 milliards de fonds de procès. 5 milliards seront affectés au Fonds spécial de développement des industries créatives et culturelles. À côté de ce fonds, nous allons construire dans chaque commune un complexe multisport et multiculturel en matériaux locaux. Ils permettront à toutes les disciplines de produire des talents. Une compétition d'innovation digitale permettra à 100 jeunes chaque année de bénéficier d'un financement de 5 millions de francs CFA pour leur start-up. Nous allons installer 60 unités de production de farine à base de patates, igname et manioc la première année et 120 l'année suivante dans les principaux bassins de production pour soutenir l'insertion des jeunes. Les violences faites aux jeunes et aux femmes seront punies avec la plus grande sévérité et de la peine maximale.
La police et les services sociaux seront spécialement dotés à cet effet. Nous allons lancer un recrutement spécial sélectif de 200 jeunes informaticiens pour le développement de l'intelligence artificielle dans les services et plus spécifiquement dans le domaine de la santé et de la justice pour accompagner nos médecins et nos magistrats. Leur mission sera de développer en 24 mois une application d'intelligence artificielle permettant d'avoir des diagnostics pointus et des soins plus efficaces en santé et dans le domaine de la justice d'accélérer les procédures et avoir des verdicts et décisions plus justes et plus harmonisées dans un contexte où la population se plaint de plus en plus des actes de ceux-là qui ont pourtant prêté serment. Mon cri est la clameur du peuple et de la jeunesse. Notre silence nous coûtera cher si nous n'exerçons pas notre devoir de citoyen. Si ce pouvoir qui nous a tout pris reste, notre souffrance, notre marginalisation, notre pauvreté vont augmenter sans cesse. Nous devons voter pour le changement. Nous pouvons améliorer nos conditions de vie par le vote. Ne doutez pas de votre pouvoir de changer les choses. Avant de conclure, je vous suggère, jeunes, moins jeunes et aînés, d'unir nos voix pour souhaiter par anticipation joyeux anniversaire au président de la République, le patriarche Paul Biya, qui va fêter son 92e anniversaire. Dans 3 jours, que Dieu continue de lui faire grâce de vie, de santé, mais surtout d'un repos bien mérité au village, afin que nous puissions bénéficier de ses conseils, du fait de sa très longue expérience de plus de 68 ans de service, dont 42 à la tête de l'État. Car un jeune sans carte d'électeur est un jeune sans voix. Fais entendre ta voix. Inscris-toi sur les listes électorales. Et le moment venu, vote et contrôle ton vote. En vous souhaitant ce qui devait être une excellente fête de la jeunesse, je vous le redis. Réussir ensemble est ce que je vous propose. Réussir ensemble est possible. Réussir ensemble est impératif. Bonne fête de la jeunesse à tous et à toutes. Équité oblige, j'ai donc laissé en intégralité le discours de Kaba-Libi. Le discours est-il consistant? Oui. Il est consistant, sans programme, dans la mesure où ce que nous critiquions, à savoir qu'un programme qui se retrouve dans un livre qu'il faut acheter, au moins, il est donné un programme pour la jeunesse. Au moins s'il y a une vision. Dans le discours de Paul Biya, il n'y a aucune vision, aucune proposition. Plutôt, il se place à la place des opposants. Kaba-Libi, dans son discours, bien évidemment, montre quand même qu'il a travaillé avec une équipe. Or, quand on écoute Biya, on se demande s'il a même un conseiller. Mais là où je ne suis pas d'accord avec Kaba-Libi, certes, on a déjà parlé, peut-être de ce qu'on peut dire, ses acquaintances avec le régime, puisque de temps en temps, on a parfois vu que lorsqu'il fallait prendre position concernant les prisonniers politiques, quand il fallait prendre position, pourtant ils sont jeunes, il a dit ensemble. Quand on dit ensemble, cela veut dire que les jeunes soient du MRC, de l'UPC, du SDF, on doit donc les soutenir. Or, depuis combien de temps certains jeunes croupissent en prison? Depuis combien de temps certains jeunes sont pratiquement, parfois, malaxés par les forces de sécurité? Mais ce qui, comme je le disais dans son discours, peut paraître comme
aussi une division. C'est cette tranche d'âge. Parce qu'il dit qu'un homme de plus de 70 ans, 80 ans, ne peut pas défendre un jeune. Alors, ce sont les jeunes qui défendent les jeunes. Ce sont les jeunes qui étaient au palais des sports pour trahir d'autres jeunes, pour soutenir Paul Biya. Ce n'est pas parce qu'on est jeune. Être jeune n'est pas un programme politique. Encore que Paul Biya lui-même était jeune quand il entrait quand il prenait le pouvoir. Il était jeune. Mais là où il faut quand même reconnaître, c'est qu'aujourd'hui le monde a aussi changé. Et que de plus en plus, il y a des jeunes qui sont dans la politique. Ce n'est donc pas l'âge. C'est vrai qu'il y a un certain âge, quand on a 90 ans, même 85 ans, on peut aller se reposer. Or, c'est ce que Biya refuse. Biya était jeune. Mais regardez quand il dit que n'écoutez pas ce que peut-être Cabral Libi vous dit, les opposants vous disent. Parce qu'on dit, les opposants, il est dedans. Hein? Parce qu'il faut quand même savoir que s'il subit aujourd'hui quelques foudres, c'est parce que certainement le régime a constaté que, hey, on ne le contrôle pas. On ne le contrôle plus. Parce que s'il contrôlait très très bien Cabral Libi, ah non, attends, tu n'allais pas faire sortir le gars là. Biya dit que ce sont les opposants qui sont des menteurs. Et peut-être tout ce que Cabral Libi dit là, peut-être qu'il va faire comme Paul Biya, mais au moins s'il y a des propositions. Comme Kamto, il faut aussi des vraies propositions qui sont chiffrées. C'est chiffré, c'est clair, on sait qu'on prend l'argent ici, on fait ceci, on fait cela, c'est chiffré. Les gens qui disent souvent donc, vous voyez qu'après Biya, là, vraiment on peut mettre qui? Tout le monde peut être là, sauf Biya. Biya n'a jamais présenté un bilan. Si oui, voici le bilan de ses 42 ans. Lui qui vous dit que l'opposition vous ment avec des promesses fallacieuses. Voici les promesses de Biya. Le Belge Préfaraï va doter le Cameroun de son premier tramway en 2014. Est-ce que vous avez vu le tramway au Cameroun? Nous sommes en 2025. Le tramway devait être au Cameroun en 2014. Paul Biya dit, le Cameroun aura son premier hôtel Radisson Blu en 2019. Moi, je vous dis, j'étais au Niger, pays pauvre et très endetté. J'étais logé à l'hôtel Radisson Blu, au Niger. Bon, peut-être que Paul Biya a déjà construit sa part, puisque ça devait être en 2019. Je ne sais pas, vous savez, comme je ne suis pas allé au Cameroun entre-temps là, dites-moi. Paul Biya, qui ne ment jamais, nous a dit, d'ici 2019, l'électricien camerounais Eneo va installer 35 MW de solaire dans les 3 régions septentrionales du pays. Vous êtes toujours dans l'obscurité, non? D'ailleurs, même voilà les coupures qu'on me signale là. Les coupures. Paul Biya nous a dit qu'il a trouvé maintenant un consortium norvégien, jeunes du Cameroun, danser. Parce que vous pouvez désormais créer plusieurs entreprises, les start-up et tout ça et tout ça. Parce que ce consortium-là va produire, il avait dit combien? Entre 150 et 300 mégawatts d'électricité à EDA. Il avait dit que ce sera en 2015. 10 ans après, il n'y a pas ça. Il nous avait dit que l'aéroport de Douala sera le plus beau d'Afrique. Que ce sera rénové avec un parc ceci. Vous-même, vous entrez dans les toilettes là. Paul Biya dit ça en 2012.
153 milliards, c'est ça qu'il a dit. Que ça allait être comme Charles de Gaulle, ça allait être comme... Vous connaissez l'état de notre aéroport. Paul Biya avait dit, vous aimez les pommes de France? Vous aimez les cerises? Vous aimez les fraises? Mof migué. Le Cameroun va tout produire parce que nous avons Foumbot, nous avons les plus belles terres. Il avait dit que le Cameroun allait ravitailler l'Afrique. Et même l'Europe en produits fruitiers naturels en 2015. Même les singes du Cameroun allaient être rassasiés. Même les gorilles qu'on allait renaître rien que grâce aux fruits. Que le Cameroun allait devenir le nouveau jardin d'Éden. Bon. Il faut me dire, hein, là où ça se trouve maintenant, parce que il avait mis dedans 178 milliards 500 millions. Et il a dit que quand il était petit, sa mère allait au champ, braisait le manioc. Il dit, mais maintenant je vous le dis, on va faire du pain au Cameroun avec du manioc. On va faire des gâteaux sucrés avec du manioc, du bon, le coq avec le manioc. Vous savez que c'est très bon. C'est lui-même qui avait déjà commencé le coq. Quand vous voyez le coq venir maintenant sortir de l'Ambourada, c'est Paul Biya qui avait déjà commencé à faire le coq. Il dit, le manioc, vous allez voir, nous allons ravitailler, nous allons faire une révolution à travers le monde grâce au manioc. Le manioc va conquérir le monde. Le manioc sera distribué dans les universités. On va fêter les mariages avec les gâteaux de manioc. Bon, ok. Maintenant, allez demander un tas de manioc en Burumbi. Pourtant, Paul Biya a sorti 21 milliards 300 millions pour le manioc. Il a pris la CRTV. Il est descendu chez lui. Il a dit, filmez-moi. Il a mis le chapeau de cow-boy. Il a mis le complet de Mobutu. Il prend un maïs. Quand il a seulement ouvert comme ça le maïs, on voit les pourritures à l'intérieur. Vous voyez, le maïs, c'est un bon produit. Vraiment, il faut compter sur le maïs. Je demande aux jeunes de faire le maïs de toutes les façons. Le maïs sera étendu, les champs de maïs partout ici au sud. Et puis voilà, faites comme moi, la vie elle passe par le maïs. Pour devenir millionnaire, c'est le maïs. Vous me voyez comme ça, toute ma famille, c'est le maïs. Bon. Paul Biya avait donc dit qu'il allait produire le maïs. Que tout le sud allait produire le maïs. Bon, si vous avez des maïs là-bas, vous m'envoyez. D'autant plus qu'il disait que le Cameroun va produire en 2017 10 900 tonnes de maïs. Il avait jeté dans les champs de maïs 3 milliards 500 millions. Et il a dit que ce sera dans le monde là-bas, à côté du palais royal aussi. Il allait mettre partout là le maïs. Paul Biya avait dit que maintenant nous allons créer, ce n'est pas le centre Pasteur, moi n'aime plus les choses des Français, là je suis un panafricaniste, je vais vous créer une structure pour faire les analyses de chaque produit parce que je vous ai dit santé pour tous en l'an 2000. Donc comme on a un peu dépassé là, je reviens sur ça. Donc santé pour tous, ce sera en l'an 2010, non, en l'an 2020. Comme ça, pour que vous ayez la santé, il faut que tout ce que vous allez manger, on va analyser ça dans les laboratoires. On a dit, yeah, Paul Biya, et nous étions donc
là pour attendre que Paul Biya nous dise comment est-ce qu'il allait faire. Bon. Le centre d'analyse des produits agro-industriels, il faut me dire là où ça se trouve, hein, depuis 2017. Moi, je suis même ici, je ne savais pas ce qu'on appelle anacarde. Paul Biya se lève comme ça, avec son ministre de l'Agriculture. Il avait commencé d'abord à parler ça avec Kodok, anacarde, que on dit, je dis que c'est un produit des canards, on me dit que c'est un... Bon. Donc Paul Biya nous a dit, attendez, que le Cameroun allait être le producteur mondial, parce qu'il allait mettre des moyens pour cultiver 100 000 hectares d'anacardiers. Mince. Il a dit que cela devait avoir lieu en 2017. Si vous connaissez le champ des anacardiers, des canardiers, vous filmez seulement, vous m'envoyez. Hein. Vous savez que c'est nous, les journalistes et aussi les activistes et opposants, c'est nous qui mentons. Ne nous écoutez pas. Nous sommes les agents du chaos. Nous sommes des menteurs. Nous faisons des propositions qui sont irréalisables. Oui, puis lui, il réalise pour lui. Surtout, il nous avait dit que désormais, comme il a construit le plus beau port, que tout le monde est en train de fuir là maintenant à Kribi, parce que même le Tchad a fui ça. Là, il n'y a pas de route là. Il a dit qu'il y aura un aéroport international à Kribi, parce que c'est la ville balnéaire. Là, on allait finalement transférer les institutions. C'est-à-dire que, comme il a vu qu'en Côte d'Ivoire, on a transféré les institutions, il a dit que lui aussi va transférer la capitale au sud, là où il est né, et plus particulièrement au port là. Voilà, donc ça commence par l'aéroport. Que l'aéroport là, il a photocopié le genre Charles de Gaulle, qu'il a bien regardé, il a eu les... Bon, ok. Il faut me donner là où... Filmez, hein? Vous m'envoyez là où se trouve l'aéroport Charles de Gaulle de Kribi. Parce que l'aéroport là devait être construit en 2014. Hein? Aéroport Charles de Gaulle de Kribi. Il a dit que maintenant les pneus de véhicules vont se fabriquer au Cameroun. Puisque comme toi dit que, oh, on montait les moteurs. Lui dit ça, c'est quoi ça? Moi, j'ai le caoutchouc. J'ai rêvé quand même là, je produis du caoutchouc. Et maintenant, les gens comme les Michelin, et tout ça, ils viendront acheter chez nous au Cameroun. Le Cameroun, lancez-vous dans le caoutchouc, même si ça prend un peu vos mains là, mais vous savez que les pneus sont noirs, mais le pain est blanc. Voilà, lancez-vous dans l'industrie parce que vraiment faire. Bon, il avait dit que c'est au sud toujours. Hein. Allez me filmer ça là-bas. C'était en 2019. Il a dit. Et ça, Idriss Déby a commencé à applaudir. Jusqu'à lui aussi annoncer à son peuple. Il a dit, vous savez, le Cameroun a signé des partenariats avec le Japon, avec l'Inde. Nous avons, et puis aussi avec la France, avec Bolloré. Le Cameroun sera le premier pays que il y aura la boucle du train, des chemins de fer comme ça, le Cameroun. Et puis, comme le Tchad, nos voisins, on va quand même aussi prolonger le train jusqu'au Tchad. C'est ça que Idriss Déby a entendu ça. Quand Paul Biya lui a dit que oh, j'ai des problèmes, si tu ne m'aides pas là, avec Boko Haram, là, tu n'auras plus ton train. Idriss Déby lui aussi l'a cru. Il a envoyé les soldats que aller aider Paul Biya. Est-ce qu'il y a déjà eu les rails qui vont au Tchad? Les rails même que Aïdjo avait laissé 622 km. Paul Biya a abandonné au moins 300 km en brousse. Paul Biya nous a dit, vous savez, lui ne ment pas. N'écoutez pas les opposants.
Il nous a dit, à l'est, là où il y a Chantou, il y avait déjà une grande société là-bas. Mais pourquoi est-ce que les gens viennent couper notre bois? Maintenant, je voudrais dire, on doit faire une grande usine de transformation de bois. Comme ça, nous-mêmes, on fabrique les salons Louis XIV. On vend ça à la France, on fabrique les salons Louis XXV, on vend à la Chine, on fabrique les salons Louis XXX, on vend aux États-Unis. Vous voyez, il faut avoir la hauteur d'esprit. Votez-moi, votez-moi. Vous voulez les salons, puis on va distribuer à chaque nouveau couple un salon, un vrai salon, avec le bois, vraiment. Vous voyez, quoi. Il faut consommer camerounais. Il est parti là acheter les chaises en cuir en France. On attend toujours le complexe industriel de transformation de bois pour 30 000 mètres carrés. Et avec des bouts. Il disait, il avait même décrit que le diamètre de chaque tronc devait avoir 1800 mm. Et qu'il devait avoir une production mensuelle de 1,5 million de planchers et 36 000 panneaux par acte. Oui. Nous étions en 2012. Rien. Paul Biya dit, je vous ai promis, les pneus avec le V1, mais les pneus vont rouler avec quoi? Donc il nous faut les véhicules, c'est pour ça que j'ai d'abord retardé. Nous sommes au milieu, nous sommes au bout du tunnel. Donc soyez patients. Cette fois-ci, je vous dis, on va maintenant fabriquer les voitures Bia. Ça c'est pour les jeunes filles. Il y aura des voitures aussi Junior Bia pour les jeunes garçons qui aiment faire du sport. Il y aura des voitures pour des belles femmes que quand ils roulent comme ça, les cheveux donc sont au vent comme Chantou. Donc il y aura la voiture Chantou que nous avons prévu. Et ça, tu peux confirmer. C'est-à-dire que tantôt, non, pour le président de la République, non, carrément pas. Donc, Camerounais, je vous ai donc promis cette usine de véhicules. Et ce sera comme on va construire le plus grand aéroport et la capitale à Kribi. Donc, ça sort de l'usine, ça entre directement dans le port, et puis ça va ravitailler la Chine, le Japon. C'était prévu en 2015. Même l'usine de vélo n'a pas. Et je me souviens que mon oncle, il n'avait même plus les yeux. Il ne marchait plus. Subitement, il me dit que, mon fils, ne m'oublie pas. Va me chercher, même les plants de cacaoyer, je recommence l'agriculture. Je lui dis, pourquoi? Il dit, même les machettes cherchent. Le chef de village a dit, nous a réunis, c'est que Paul Biya dit que nous tous, on doit seulement aller faire maintenant. Mon fils, l'agriculture du cacao. Il dit, tu veux donc combien, oncle? Il dit, et comment ça va se passer? C'est mon oncle qui m'informe que Paul Biya dit que il va faire comme avec Tony Obama. C'est-à-dire qu'il va mettre 600 milliards. 600 milliards.
mon oncle est mort, il n'a même pas vu 1000 francs CFA. Puis, Paul Biya se lève un jour comme ça là. Il apprend que la Guinée produit la bauxite. Vous savez, quand j'étais à l'université, nous, on était les adaptés donc Kwame Nkrumah, et puis j'ai beaucoup lu, moi je suis un panafricaniste comme Sékou Touré qui a fait que la bauxite soit découverte en Guinée. Donc, moi aussi, j'ai découvert beaucoup de bauxite au Cameroun. Le Cameroun doit être le premier producteur mondial de bauxite. Comme ça, on va donner la bauxite à tout le monde et tout, parce que notre pays, partout il y a la bauxite, vous voyez, quand vous arrivez là, Ekounou, quand vous arrivez, là, il y a beaucoup de poussière, la poussière rouge que vous voyez, c'est la bauxite. Vous me demandez de construire des routes ou bitumer, alors que nous devons exploiter la bauxite. La poussière rouge, là, c'est la bauxite. C'est la richesse. On dit, ok. La bauxite, le Cameroun devait donc produire, c'est vrai que maintenant, au Yoma Ban et consorts, c'est beaucoup. Hein. La bauxite devait être produite, le Cameroun devait être le premier producteur africain en 2014. C'est vrai quand même que quand on voit maintenant la poussière du Cameroun, je crois que là au moins, il n'a pas menti. Là, il n'a pas menti. Il nous avait même dit que bon, le cacao, là, je crois que vous dites chocolaté, le chantou. Il faut quand même faire maintenant la publicité du chocolat de Suisse, là où nous sommes souvent à Genève. Donc j'ai pris des ingénieurs pour venir former des gens au pays. Au Camerounais, vous allez chacun manger avec les enfants pour le réveillon le chocolat du Cameroun. C'est le meilleur parce qu'il y aura les usines de transformation. Et comme ça, moi, en Suisse, quand vous me voyez dormir en Suisse, c'est parce que j'ai signé les accords de partenariat. Que le Cameroun doit être le seul pays exportateur de chocolat en Suisse. Bon. Si vous trouvez le chocolat camerounais en Suisse, parce que je crois qu'on devait produire 230 000 tonnes en 2012. Puis Paul Biya nous avait dit que le Cameroun va construire quelque chose qui dépasse la tour Eiffel. Ça s'appelait Tourelle, le plus haut bâtiment d'Afrique centrale, qui devait avoir 41 étages. Ça devait produire 4400 emplois. Et tout ceci nous avait dit que maximum c'est 36 mois. Et que il allait injecter avec les bailleurs de fonds 130 millions de dollars. Bon. Il semble que c'est la Côte d'Ivoire qui est en train de construire plutôt maintenant la tour la plus haute. Pour Paul Biya, là, c'est comme son hôtel. C'est sous les gradins d'Olembe. Là où on était donc fini. Mais les gars là disent que ce que nous on a regardé là avec Armstrong, ce n'était rien. Que les Américains n'ont rien fait. Qu'ils ont exploré la Lune, ils ont fait, ils ne sont même pas arrivés. Que lui, il va envoyer les Camerounais à la Lune. Il y aura le satellite qui va couvrir, qui va faire ceci pour toute l'Afrique et le monde entier, va contrôler les frontières et tout ça. C'était en 2019. Au lieu du satellite et consort, vous avez des problèmes de connexion, non? Voilà beaucoup qui demandent, oh yo, le père, ma connexion est en train de finir. J'ai chargé pour 1000 francs CFA. Non, toi tu as chargé pour 200 euros, 200 francs. Toi qui écris là, c'est 200 francs. Voilà. Il a dit
directeur même de l'usine de transformation de manioc, laissons ça. C'est dans son propre village. Il a dit, projets agropoles qui vont permettre 1440 tonnes de poissons. Ça devait être à Massumbu, dans l'Onkam. Et il a mis là-bas que le poisson allait sortir partout. En fin de compte, il a mis 1,7 milliard. Au lieu que ça sorte du poisson, bim! C'est les sardines du Maroc qui ont commencé à sortir. Paul Biya a construit l'usine de poissons. Et c'est les sardines qui sortent du Maroc. Bon, continuons. Ça devait être opérationnel depuis 2017. Hein. On devait donner le poisson au monde entier, surtout qu'il disait qu'on a toutes les grandes rivières. Je ne vous parle plus de santé pour tous en l'an 2000. Hein. C'est lui seul qui se porte bien. Et les contents, les Camerounais sont contents. Il est debout. Et chaque jour chez eux, il y a des morts. Le Cameroun est le seul pays où tous les week-ends, et il y a la fête pour des funérailles. Que les morts. Vous n'allez pas entendre qu'on célèbre le mariage, c'est seulement les funérailles. Hein. Pour santé pour tous en l'an 2000. Puis il nous a dit, vous savez, le poulet, c'est la viande blanche. Moi, je mangeais seulement le poulet quand lors de ma première communion, comme mon père était catéchiste. Donc, puis le 24 décembre, maintenant, je dois donner la possibilité à chaque Camerounais, vous voyez, monsieur le Charles, chaque Camerounais, chaque un poulet. Oui, chaque Camerounais un poulet. Et puis, voilà, il faut quand même que chaque Camerounais ait un poulet, que ce soit un projet parce que le ventre, c'est ça qui fait quand même que, comme le carburant, on puisse avoir l'énergie pour travailler. Un Camerounais, un poulet. Bon, c'était en 2015. L'usine de un Camerounais, un poulet là, qui devait être à Bafang, n'a jamais vu le jour. Donc il a c'est qu'il avait dit que, à tout ça, je vous ai compris. Je vous recommande l'argent à chacun d'entre vous, parce que il y a eu la crise économique, on a coupé des salaires à cause de la conjoncture internationale. C'est vrai, les Ivoiriens ont manqué les salaires, les Sénégalais ont regardé les salaires. Mais le peuple camerounais est résilient. Soyez confiants, laissez-nous encore, parce que nous n'utilisons que 51 milliards à 65 milliards à la présidence. Laissez-nous d'abord nous rassasier, et comme ça, ce qui va rester, nous aussi, on va vous donner. Soyez patients, chers Camerounais. Et puis, je vous donnerai 2500, 5000 francs CFA, je vous verrai. Comme avec Roger Mila, on attend toujours. Paul Biya n'a toujours pas eu à voir des Camerounais. Voilà donc les promesses d'un juillet sénile qui ne parvient pas à trouver quelqu'un pour le remplacer. Bien évidemment, je ne dis pas, et d'ailleurs ceux qui disent que oh là là, tel n'a pas d'expérience pour être président, mais Aïdou, ils avaient quelle expérience? Et même le monde entier aujourd'hui. J'ai dit, sur ce côté-là, le monde entier a réussi à faire une mutation. C'est-à-dire que vous allez voir aujourd'hui beaucoup de jeunes qui ont pris les rênes du pouvoir dans des pays développés. Pas bien vieux, comme on nous dit là. La force de l'expérience. La force de l'expérience. Ngongo ose nous dire, pour le 92e anniversaire, il est devant les enfants. Hein. Il leur dit au palais des sports, la prochaine fois que quelqu'un veut vous parler de l'âge du président, répondez-lui ceci.
En octobre, Elekam n'organisera pas le concours de l'INJS, ni celui de la FECA Box ou de la FECA Lutte. Elekam va organiser l'élection présidentielle. Une rencontre entre un homme et son peuple. Fin de citation. Il dit d'abord, je prends la fin. Une rencontre entre un homme et son peuple. Au moment où il parle ça, il parle au nom de qui? Au nom de Paul Biya. Où est Paul Biya? Est-ce que c'est Paul Biya donc qu'on a voté en 2018? D'où sort Ngongo? Il dit c'est un homme et le peuple. D'où sort Ngongo? Est-ce qu'un Camerounais a voté Ngongo? D'où sort-il que vous dites qu'on a élu Paul Biya? Et finalement c'est Ngongo qui signe tout. Tout est par procuration. Donc, voter Paul Biya veut dire plutôt voter Ngongo. Il dit que ce n'est pas la FECA Lutte ou la FECA Box. Pourquoi Paul Biya n'est pas là? Parce que Paul Biya n'a plus les aptitudes physiques. Pourquoi est-ce que Ngongo ne recrute pas les vieillards dans l'armée? Pourquoi Ngongo ne recrute pas, laissons même l'armée? Pourquoi est-ce qu'on ne recrute pas les hommes de 50 ans à l'ENAM? C'est un concours de boxe. Pourquoi on ne recrute pas? Pourquoi est-ce qu'on envoie en retraite des médecins de 55 ans? Ils font la boxe, ils font la lutte. Peut-on être capable de surveiller, de signer les dossiers d'un pays de 35 millions d'habitants où il y a des problèmes tous les jours? Vous dites c'est la rencontre d'un homme et de son peuple. Quel homme a rencontré Paul Biya? Où est-ce qu'on le voit? Est-ce que le peuple l'a vu? Même ses propres ministres ne le voient pas. Ngongo lui-même, avec le Premier ministre, ne voit Paul Biya que quand il rentre, il sort de la Suisse. Avant, il organisait encore quelques conseils des ministres. Maintenant, il ne parvient plus. Il ne change personne. Et vous dites donc aux jeunes que peut-être le Cameroun marche mieux parce que ce n'est pas une élection de ceci et cela. Non. Pour des jeunes, je peux dire qu'on a bien des jeunes présidents. Maintenant, là, Paul Biya est le plus vieux président, mais pourtant il est le plus incompétent. Ses résultats sont les plus décevants. Je ne vais pas parler de failles parce qu'actuellement on ne peut pas le juger. Même comme il a déjà fait plus que ce que Paul Biya a fait. Mais regardez, je vais vous prendre les dirigeants du monde et leur âge. Parce que c'est pour attirer l'attention que ce n'est pas seulement une affaire d'âge. Que parce que vous êtes trop jeune, comme par exemple certains... Moi, je ne combats pas, je ne combats pas ou je ne critique pas les Matomba par rapport à leur âge. Je critique Matomba parce que je sais que c'est un bandit, ça me fait mal. Je critique Cabral Libi par rapport à son inconstance. C'est-à-dire que le gars a un bon programme, le gars a de bonnes idées, mais par la suite, tu ne sais pas comment il va se positionner. Mais sinon, les autres, ils n'ont jamais fait de cadeau au régime en place. Et ils sont devenus présidents. Et ils sont respectés dans leur pays. Regardez, je crois en Géorgie. La Géorgie a un PIB qui dépasse celui du Cameroun. Mais en 2013, c'est un monsieur de 31 ans qui a été élu. Irakli Garibashvili. 31 ans. Je prends en Équateur. L'Équateur organise aussi généralement en octobre. Et ça, c'était en octobre 2023. Daniel Noboa, 35 ans. Je prends le Chili en 2023. En 2021, cette fois-ci.
Gabriel Bori, 35 ans, il a été élu président. Je prends le Monténégro en avril 2023. Jakov Milatovic, à 36 ans, il a gagné l'élection. Je prends l'Équateur. En février 2019, Nayib Bukele est devenu président après avoir été ministre des Affaires sociales, ministre de la Justice et tout. Et il a été élu président à 37 ans. Léo Varadkar, en Irlande, a été élu en 2017 à 38 ans. Il a encore été réélu en 2022. Oujosa Osmani, voilà. Ça c'est au Kosovo. En 2021, il a été élu. Il avait exactement aussi 38 ans. Xavier Barré, ce n'est pas toi que je vais prononcer. Xavier Esposa Zamora, en mai 2019, à Andorre, il a été élu à 39 ans. Bon, Cabral disait, lui, c'est le jeune Macron. Macron, lui-même, il a été élu en 2017. Il avait 39 ans. Ce qui signifie que Cabral est déjà vieux par rapport à l'époque où Macron a été élu. Sauf que Macron a occupé aussi des postes dans l'administration. Mais bon, puisque le pays n'offre même pas la possibilité aux jeunes pour occuper des fonctions, donc ça ne devrait pas être un critère que si tu n'as pas été ministre, tu n'as pas été ceci, tu ne peux pas être élu. Mais ce que Biya a fait, il n'a conservé que les mêmes gens. Et Gabriel Libi nous a dit qu'il était au Mali, dans les pays de l'AES. En Afrique, il y a eu des jeunes dirigeants qui ont été élus. Mais ont-ils pour cela servi les jeunes ou le peuple? Non. La jeunesse ne veut donc pas dire que vous allez résoudre les problèmes des jeunes. Parce que prenez tout simplement celui qui est en Guinée équatoriale là. Obiang Nguema n'est pas arrivé étant jeune. Il a renversé son ongle en 79. Quand il renverse son ongle, Obiang Nguema avait 37 ans. Est-ce qu'il a encore quitté le pouvoir? Non, je m'en gagne pas. Jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, il va laisser son fils, qui va aussi laisser l'autre fils, qui va aussi laisser ceci et cela. Les gens oublient que quand on regarde le Congo, qui est hyper handicapé, on applaudissait quand Sassou Nguesso arrivait. Il avait 35 ans. En 79. 35 ans. Est-ce que vous voyez ce que le Congo est devenu? Une dictature, vous ne pouvez pas parler, la placer ses enfants un peu partout. C'est-à-dire que le Congo doit encore subir minimum 200 ans. Parce que ces enfants vont le remplacer, qui vont le mettre. Ils ont eu le temps de mettre des gens, leurs enfants, pour remettre d'autres enfants. C'est ça le malheur de l'Afrique centrale. C'est ça le malheur de l'Afrique francophone. Et même, on peut même dire de l'Afrique noire. C'est-à-dire que quand vous arrivez étant jeune, votre seule ambition, c'est de rester là à vie. Je vous reprends même, lui peut-être, il est même arrivé étant, bon, Sékou Touré, lui, il est déjà mort. Mais Sékou Touré est arrivé au pouvoir à 36 ans. Mobutu Sese Seko,
Il est arrivé au pouvoir à 35 ans, en 1965. Julius Nyerere, en Tanzanie, en 1960, il avait 39 ans. Kenneth Kaunda, en Zambie, en 64, il avait 40 ans. Yoweri Museveni, qui est toujours là, il est arrivé en Ouganda, il avait 41 ans. Est-ce qu'ils étaient vieux? Est-ce que le régime s'est... Non. Quand Cabral Libi est donc parti, au niveau du Mali, des pays de l'AES, c'est différent. Parce que ce sont des jeunes qui ont arraché le pouvoir, parfois par des armes, en se mettant du côté du peuple. Parce que c'est quand vous arrivez au Mali, au Burkina, vous voyez que le peuple est derrière eux, parce que le peuple en avait ras-le-bol de la corruption. Et parce qu'ils se sont mis contre l'ancien système. Il faut donc comprendre qu'il y a eu une rupture. Ce n'est pas qu'on va seulement proposer le truc communautaire, non. Les gens qu'il a rencontrés, c'est des pays où il y avait déjà des jeunes, et on a vu que ces pays, quand il y avait des militaires au pouvoir, ils étaient beaucoup plus intègres que des hommes politiques. C'était des militaires, Cabral Libi. Il faut faire attention. Et même ceux que tu es parti rencontrer là, c'est des militaires. C'est des gens qui ont su frapper la main sur la table. Parce qu'au Burkina, quand vous avez quelqu'un comme Thomas Sankara, mais il est arrivé au pouvoir à l'âge de 33 ans. Oui, 33 ans. Ah oui. Et à l'époque, le Burkina s'appelait la Haute-Volta. Mais les 5 ans qu'il a eu à mettre, mais il a tout balayé parce qu'il avait le culot. Il n'était pas là avec les anciens machins, il n'était pas avec, comme certains, avec les Grégoire où on a le genre là. Le genre, voilà, non. Il ne disait pas je suis républicain. Non, 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 non. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Parce que, on va dire tout ça, mais voilà. Vous allez voir le grand Nigeria qui est à côté de nous. C'était sous la coupole de la corruption. Mais qui est venu finir ça? C'est un homme maintenu. Il était jeune. Olusegun Obasanjo. Mais il a réussi à remettre les institutions en frappant la main sur la table. Mais Olusegun avait en 76 quel âge? Je crois entre 37, non, 39 ans. Olusegun Obasanjo. Vous avez vu, finalement, il est redevenu civil, il est revenu gagner l'élection, il a laissé le pouvoir. Il est parti. C'est-à-dire que c'est à peu près le même système que le Ghana a eu avec le capitaine Jerry Rawlings. Jerry Rawlings a vu que les hommes politiques étaient corrompus. Il a pris le pouvoir quand Jerry Rawlings prend d'ailleurs le pouvoir au Ghana, toujours aussi la même année, hein, en 79. Mais il était plus jeune que Sankara. Il avait 32 ans. Et après, il a encore laissé le pouvoir aux civils. Ils étaient encore corrompus. C'est là qu'il est revenu faire le coup d'État. Si le Ghana a une démocratie aujourd'hui, c'est grâce à Jerry Rawlings. Donc, quand toi tu parles de je suis républicain, machin, ou ceci et ça, bon, c'est pas. Ils n'étaient pas des. Ils ont fait des coups d'État. Les gens que tu es parti rencontrer là, c'était des coups d'État. Donc, je ne sais pas si t'ont donné les armes. Comme, bon, la dernière fois, quand même, tu avais dit que tu étais courageux, que tu avais dit que pour gagner là, tu avais sorti les bidons de carburant. Bon, peut-être qu'ils t'ont donné, à la place des bidons de carburant, ils t'ont donné les Kalachnikov. Moi, je ne sais pas. Bon. Mais si c'est pour dire que c'est le libéralisme communautaire que tu as apporté là-bas. Aïe, aïe, aïe. Tu étais au Mali, justement, je crois que tu es un peu plus âgé que ça, mais le Mali a connu Kaka ATT. Il était colonel parachutiste. Donc, je crois,
Amadou Toumani Touré. Il a pris le pouvoir, il l'a arraché en 91. Et on a beaucoup aimé. On a vu quelqu'un d'autre. Je vais prendre encore un exemple, bon, peut-être qui pourrait être... on peut dire Paul Kagame. Paul Kagame, il était major général à 29 ans. C'est lui qui a mis fin au génocide rwandais en 1994. Puis il a été élu, je crois, président en 2000. Il avait 36 ans. Donc, on devrait dire que lorsque vous regardez ce qu'ils ont fait, parce que pourquoi est-ce que j'insiste sur génocide? Parce que je vais arriver, lorsque je vois certains militants du PCRN ou bien du MRC se faire une guerre qui est hors norme. Si donc déjà, et il y a déjà des annonces de génocide, Paul Kagame, lui, il est venu mettre fin au génocide. Même si aujourd'hui, il est en train de faire son banditisme en RDC. Ce n'est pas le sujet. Mais arriver jeune au pouvoir ne veut pas dire être excellent ou bien produire de bons résultats. J'ai pris quelques noms des révolutionnaires, des hommes en tenue. Parce que les autres même qui étaient là, des civils comme machin, parfois le père et machin. Mais vous voyez, les résultats sont là. Le Togo jusqu'à aujourd'hui. Après Nyansimbe, c'est un autre Nyansimbe. Et il y a des qui arrivés. Mais ce que les gens oublient, c'est que Faure Nyansimbe est arrivé au Togo, président, il avait 35 ans. Le Togo est une démocratie? Non. Ça n'a pas réussi. Hein? Et il n'est pas prêt à partir. Vous avez eu, comment on appelle celui-là en RD, Joseph Kabila. Quand son père est assassiné, c'est lui qui prend le pouvoir. À 29 ans. Il ne voulait plus partir. C'est la communauté internationale qui a fait la pression que par Logasi. Il était jeune, hein? Kabila. Prenons même Ali Bongo. Ali Bongo était déjà ministre de la Défense, soit 32 ans. Et par la suite, il avait déjà occupé tous les ministères. Il était devenu la personnalité la plus puissante. N'est-ce pas qu'il a pris le pouvoir après son père là, en 2009, étant encore jeune? Il chantait le rap et on croyait que oui, tout ce que machin. Mais il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi. Pour qu'il parte de là, il a fallu que ce soit un coup d'état d'Oligui Nguema. C'est donc pour vous dire que parfois quand on met même un jeu très ambitieux, très prétentieux, dès qu'il arrive avec le goût du pouvoir comme Paul Biya, là, il ne parle même plus. Mais cela ne veut pas dire qu'on va mettre les impotents, les retraités. Mais en même temps, on ne peut pas dire qu'un homme de 70 ans, 74 ans est déjà... Mais Mandela a pris le pouvoir à 74 ans. A-t-il été incapable? Non. Mais cependant, ce qu'il a réussi surtout à faire à un certain âge, c'est la réconciliation, parce que parfois aussi, d'autres qui arrivent, avec Frédéric Leclerc, quand j'entends les gens dire « Oh, peut-être Jean Bamileke ne sera jamais président ». Mais, je dis, on a entendu ça en Afrique du Sud, quand Noir ne pouvait jamais être président. Mais regardez ce qui s'est passé. Ceux-là qui disaient ça, les Blancs, les Africains qui disaient ça, ils ont été confus et honteux. N'est-ce pas que Mandela est devenu président alors qu'il était en prison? Mais Frédéric Leclerc
la sortie. Les négociations en 93 et puis bam. Et puis, il y a eu la réconciliation. Cette réconciliation-là, là où les Blancs étaient opposés aux Noirs, on fait de telle sorte que les gars s'asseyent, il a appelé les Noirs, il a dit aux Noirs, maintenant allez supporter l'équipe des Blancs, parce que le rugby n'était pratiqué que par des Blancs. Et on a vu ce que a été le mondial de rugby en Afrique du Sud. Les Blancs et les Noirs s'embrassaient. Ce que vous devez faire, Monsieur Cabral Libby, bien évidemment, ce n'est pas de dire que je ne peux pas m'asseoir avec tel qui a fait ceci et tout et tout. Non, ce n'est pas possible. Ou bien parce que je suis jeune, c'est moi seul qui mérite de faire ceci et de faire cela. Non. Il faut un peu d'humilité. Parce qu'aujourd'hui, la tension ne fait que monter. Et les vieux, justement, que tu dis donc, que tu veux combattre, c'est eux maintenant qui sont en train d'infiltrer ton parti pour déclarer la guerre contre les Bamileke. Et tu ne pourras pas être responsable de ça, parce que j'ai toujours dit, nous sommes chacun déjà matures. Donc, on ne peut pas t'imputer, je ne peux pas t'imputer, contrairement à ce que les autres font, les dérives de certains des sympathisants et militants qui aujourd'hui parlent de façon très crue des génocides. Ce sont les infiltrés du RDPC. Ils sont en train de t'affaiblir, comme d'aucuns aussi ont affaibli Maurice Kamto en faisant semblant de le supporter. Maintenant que leur bilan est néant, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont tout simplement, ils sont revenus avec la même vieille rengaine. Oh, la guerre contre les Bamileke. Et maintenant, les Bamileke et les Bassa étaient unis pour combattre le colon. Regardez les réseaux sociaux actuellement. Les plus grosses guerres qui risquent de nous plonger dans la guerre civile, parce que c'est ce que le régime a voulu. C'est de dresser maintenant les Bassa contre les Bamileke.